inscrite à temps plein à l'université. En quoi? En sociaux, pour terminer mon bac. J'ai fait 3 mois et je m'ennuyais terriblement. Terriblement. Tu avais connu une autre forme de formation aussi? J'avais connu une autre forme de formation, mais c'était aussi... Parce que là, de jour, c'est des étudiants un peu plus jeunes que moi, quand même. Et là, je trouvais que toute l'action, l'intensité... Écoute, moi, j'avais milité au RCM. Je pouvais continuer à militer au RCM, là, mais tous les soirs, j'avais des réunions. Et là, je me retrouve assise, de 9 à midi, un cours, de 2 heures à 5 heures, un autre cours. J'étais découragée. Là, je me suis dit, je ne pourrais pas. Enfin, j'ai fait une session. Et là, j'ai rencontré Ruth Rose, qui me dit « Ah, tu devrais appliquer à Relais Femmes. On est en train de mettre sur pied un centre de recherche et de documentation pour les groupes de femmes. Tu devrais appliquer comme coordonnatrice. » Ce que je fis, et je l'ai eu. Alors, en janvier, je commençais à Relais Femmes. Relais Femmes, c'est un centre de recherche et de documentation dans le temps parce qu'on avait pris avec le Conseil du statut de la femme la portion documentation. Ça a disparu depuis, là. Ça a été intégré à un autre centre de documentation dans le temps. Mais au départ, c'était centre de recherche et de documentation sur les femmes. À but non lucratif, évidemment. Oui, absolument. Comme tout. Comme tout bon groupe. Et l'idée était la suivante, c'est que il y avait Ruth Rose qui travaillait à l'UQAM, qui était une professeure à l'UQAM. Conjointe de Michel Lisée. Ruth Rose Lisée. Donc, Ruth Rose, qui est économiste et qui souvent, je ne sais pas si à ce moment-là, elle avait déjà eu des demandes de la part des groupes de femmes, mais ça venait. Où il y avait également Nicole Boily qui était à la FFQ dans le temps. Donc, ces femmes-là se disaient, il faut que les groupes de femmes puissent avoir accès à des ressources universitaires. Et comme il y avait un protocole avec les centrales syndicales et l'UQAM, qui permettait justement, on avait signé ça dans les années 70, d'ailleurs c'est Michel Lisée, le conjoint de Ruth, qui en avait été le précurseur. C'est même la naissance du service d'éducation de la FTQ. Avant même que le service soit créé, avec cette entente-là, Michel Lisée avait organisé des premiers cours. Les premiers cours. Oui. Sur, je pense, la santé et sécurité. Personne-là connaissait donc le protocole avec les centrales syndicales parce que l'Université du Québec à Montréal est la seule université qui a des services aux collectivités. Donc, une mission très particulière qui permet à des professeurs de se dégager d'une charge de cours pour venir travailler dans la communauté, dans la collectivité, et donc faire une recherche, enfin supporter. Alors, on s'était dit, si ça fonctionne pour le mouvement syndical, ça pourrait marcher pour le mouvement des femmes. Et essentiellement, l'idée, c'était de contracter des recherches avec des professeurs. Au même moment, à l'Université du Québec à Montréal se mettait en place le GIRF, qui était un groupe de profs qui se dédiait aux recherches féministes. Donc, c'était un peu de tout mettre ça ensemble. Ça a donné, entre autres choses, Ruth avait fait une étude sur le financement d'une place dans un centre d'hébergement pour femmes victimes de violences, parce qu'on essayait de négocier auprès du gouvernement un meilleur financement. Mais on n'avait pas des chiffres, on n'avait rien de tout ça. Alors, Ruth avait créé cette recherche et donc on pouvait aller rencontrer le regroupement, on pouvait aller rencontrer le gouvernement et dire voici ce que ça coûte, voici les subventions que nous avons, voici pourquoi on n'arrive pas. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous un coup de main parce que c'est un besoin important. Moi, ma job, c'était de démarrer l'affaire. C'était la première permanente? La première coordonnatrice de permanente. Oui. Et puis après, écoute, ça s'est modifié terriblement, là. Relais a commencé à faire des formations, ce que nous, on ne faisait pas nécessairement. Bon, enfin,
il y a eu vraiment tout un travail qui a été fait là, avec le temps, puis ils ont même été parfois 2 coordonnatrices. Il y avait du travail là, à faire. Puis c'était quand même... c'est de la recherche-action. Et ça, c'était très près de mes autres préoccupations, parce que recherche-action ou approche expérientielle en formation syndicale, il y a comme vraiment des connexions. Il y a des affinités. Il y a des grandes affinités. Et la recherche-action, c'était pas très populaire. Mais comme Ruth disait dans le temps, c'est pas très populaire parce qu'en même temps, c'est pas valorisé pour une prof. Elle en faisait parce qu'elle était prof reconnue et tout, là. Mais les nouvelles professeurs, elles, ce qu'elles devaient faire, c'est des publications... Des publications dans les revues spécialisées. Des revues spécialisées, etc. Aller chercher des sources de subventions qui sont payantes pour l'université. Bon, bref, elles avaient des enjeux autres pour se faire une place au niveau de l'UQAM. Mais quand même, on essayait de convaincre les profs d'embarquer avec nous. Alors, Relais, c'était ça, mais je pense que non, ça a réussi finalement, là. Moi, je l'ai fait pendant 2 ans, puis je pense qu'après, au niveau du conseil d'administration, on avait besoin de passer à quelque chose d'autre au niveau de la recherche de subventions, au niveau des nouveaux projets à faire. C'était moins dans mes cordes à moi. J'ai laissé Relais, puis là, je me suis cherché à nouveau une job. Tu vis à Relais Femmes une expérience assez intense. Et là, c'est vraiment un engagement qu'on pourrait qualifier de féministe. Mais tu n'es pas arrivé là par hasard. Si on a pensé à toi pour faire ce travail, c'est parce que tu avais déjà un engagement de militante à la condition féminine. Et ça avait commencé à peu près au même moment que ton engagement, je pense, en formation syndicale. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. C'est 75 autour de... J'ai l'impression que tout s'est joué à peu près là, 74, 75, 79. C'est Pierre Dupuis, directeur du service de l'éducation au SCFP. Il me demande de siéger au comité de conditions féminines du SCFP qui est en train de se construire. Et de là, par la suite, on m'envoie au comité de conditions féminines de la FTQ. Qui lui aussi est en train de se... Tout est en train de se mettre en place. C'est un peu nouveau, tout ça. Et Mona José Gagnon, qui était responsable du comité, qui était au service de la recherche à la FTQ, qui avait ces préoccupations-là très à cœur, entre autres pour parler et commencer à concevoir une déclaration de politique sur le congé de maternité et les congés parentaux. Alors, tu sais, les années 70, on commence à négocier ça beaucoup dans les conventions collectives. Et le premier tour de table que Mona fait, nous demandant un peu qui on est et tout ça, moi, je me présente et je dis, moi, vous savez... les injustices ou les inégalités, je les vois pas vraiment parce que je pense que les hommes et les femmes sont assez égaux. Alors, tu te souvenais de tes frères qui lavaient la vaisselle? Puis, Moi, ça faisait partie de ma vie, ça. Et là, je me disais, pauvre Mona, elle a dû se dire, mon Dieu, qui est-ce qui m'ont envoyé sur ce comité? Encore une fois, c'est en discutant avec des femmes, en ayant des débats. C'est là où on s'éveille. On s'éveille, on ne dira jamais assez. Avoir des débats, des rencontres, confronter ton opinion avec d'autres personnes, c'est vraiment ça qui construit à un moment donné ton opinion, puis qui rouvre ta vision sur les choses et t'empêche d'avoir moins de préjugés ultimement et de finir par comprendre aussi pourquoi des personnes vont écrire des livres de fond sur le féminisme, sur les inégalités. Alors, ça te permet d'avoir accès à ces nouveaux savoirs. Donc, je me souviens très bien, Mona elle m'avait envoyé à Femmes, ça c'est tellement une belle histoire, à Femmes d'aujourd'hui pour parler lors d'un 8 mars
de la condition des ouvrières du textile et du vêtement. Qui suis-je, moi, pour parler de ça? Et là, je trouvais que la commande était élevée. Mais surtout, je rencontre Aline Desjardins, qui, oui, l'animatrice de Femmes d'aujourd'hui, dans ma jeunesse, était une idole. Ben oui. Je voulais ressembler à cette femme. Je voulais bien parler comme elle. Elle était intelligente, comme c'était tellement drôle. Et là, je suis devant elle. C'est assez Comment tu t'étais inoubliable. préparé pour parler de la condition des travailleuses du Ah, vêtement? Mona m'avait donné toutes les informations de lecture. J'avais parlé aussi avec des femmes du secteur. C'est aussi la période où on décide de fêter les 8 mars en intersyndical. Ben oui, hein? Et je suis tellement fière encore aujourd'hui de dire que les 8 mars se fêtent en intersyndical et aujourd'hui plus largement qu'en intersyndical. Ça se fête également avec les groupes de femmes, ça s'est élargi Oui. avec le temps. Mais au départ, c'était la CSN, la CEQ et la FTQ où on célébrait, on faisait toujours une activité dans la région de Montréal en intersyndical. On faisait même parfois des manifs. Enfin, des petits défilés pour se rendre au lieu de rencontre. Alors ça, c'est là que j'ai rencontré Monique Simard, où on a travaillé pendant des années. On avait d'ailleurs, ces femmes-là, créé, il y a un disque, il y avait une chorale qui avait été mise sur pied. Ah oui? Et ça s'appelle le disque du 8 mars. Ah oui? Et il y a des chansons absolument magnifiques sur ce disque-là. Si on est ensemble, c'est pas pour rien, c'est qu'on se ressemble. Un jour viendra. Mais c'était aussi l'introduction, l'implantation, je dirais, du féminisme dans le mouvement syndical. Parce que jusque-là, ça s'était développé un peu en marge. Oui, puis on essayait d'ailleurs de se trouver. Assez rapidement, en tout cas à la FTQ, le comité de conditions féminines est devenu le comité de conditions de vie et de travail des femmes. Ce que je trouvais qui était très représentatif parce que c'était très difficile de travailler uniquement sur des questions du travail. Ben non, c'est ça. Tu sais, oui, congé de maternité, oui, équité salariale, oui, tout ça, mais c'est plus que ça. Ce sont les garderies, l'accès à des services de santé. Évidemment, à travers tout ça, il y a la fameuse aventure de Madame Daigle qui est obligée de quitter le Québec pour aller se faire avorter. Alors là, Puis il y a eu des débats importants sur le droit à l'avortement le droit à la FTQ. À la FTQ, mais comme tu dis, c'est en général dans le mouvement syndical. Mais... dans la société, oui, dans la société. Le comité de lutte pour l'avortement, tout ça transcendait nos discussions au niveau de la condition féminine dans les centrales syndicales. C'était presque, tu sais, c'était inévitable. À un point tel, d'ailleurs, que pour moi, il y a été une période où c'était très difficile. J'avais plus le goût de d'abord me définir comme féministe que comme syndicaliste. Après Relais Femmes, tu rencontres Guy Cousineau, qui est alors secrétaire général du Conseil du travail de Montréal, et qui te dit qu'il y a un poste qui s'ouvre à l'éducation, c'est-à-dire comme responsable d'éducation, coordonnatrice. Oui, j'ai fait ça de 82 à 87. 82 à 87. Ouais, donc 5 ans. Oui, oui, oui. Puis à ce moment-là, tu es passé à la centrale. À la centrale, parce qu'il y avait des postes vacants, ils cherchaient des gens, donc je suis passée à la centrale, toujours au service d'éducation. Et c'est pas mal toujours là que je suis restée par la suite. Tu en as été directrice du service. Oui, en 95. Ça se développait, et en même temps, les années 90 ont été des années difficiles. Ah, très difficile. Parce que moi, je dis souvent, j'ai eu un plaisir fou à militer. On avait tellement de plaisir. C'était exaltant. Et surtout, je dirais, on faisait des gains. Tu
sais, dans les négociations, par rapport au projet de loi. C'est ça, même si ça a été des périodes difficiles, il y a eu quand même des grands gains, on oublie ça. Des grands gains, vraiment, pour les femmes, pour le mouvement syndical, au niveau des législations, à tous les niveaux, dans les augmentations de salaire. Écoute, c'était des belles années. Il y a eu des crises au début des années 80. Oui, là, c'était, dans l'industriel, ça a été extrêmement difficile. La création du Fonds de solidarité qui a quand même suppléé, qui a été une réponse à ça. Mais les années 90, fin 80 et années 90, là, c'est tout en même temps. Là. Il y a des crises moins graves, je dirais, en apparence que celles de 81, 82, mais des crises économiques. Il y a une mondialisation des marchés. On perd des emplois, c'est délocalisé terriblement. Les ententes de libre-échange rentrent en ligne de compte. La main-d'œuvre change, plus scolarisée. La main-d'œuvre féminine augmente énormément parce qu'avec les garderies, les congés de maternité, ça a eu un impact. Alors, une main-d'œuvre féminine beaucoup plus présente qu'avant. Des déceptions, je dirais, aussi politiques en termes du référendum de 95. Il y a plein de choses qui se passent. Les patrons changent les méthodes de travail. Ils essayent n'importe quoi. C'est la période, là, on avait des formations sur l'organisation du travail. On n'arrêtait pas de faire ça. Je me souviens, au service de recherche, il avait publié des documents sur l'organisation du travail. La Mona avait travaillé là-dessus, Mona Josée Gagnon. Et on se retrouve avec des enjeux sur le milieu du travail, le juste à temps, les normes ISO, le lean production, tout arrive en même temps. Moi, je dis souvent, les militants syndicaux qui ont gardé vivant la flamme syndicale pendant ces périodes-là, moi, je leur lève mon chapeau. Parce qu'ils n'ont jamais eu le plaisir et les gains que nous, on avait eus. Mais eux, ils sont restés en place. C'est ça. Les années 70, c'était une période un peu euphorique pour le mouvement syndical parce que tout était possible, tout changeait, tout... Mais là, eux, ils sont là. Tu vois, moi, quand je faisais des formations, puis ils me disaient, bon, je sais pas, moi, je suis dans les années 98, puis on me dit, ah, ben ça fait 10 ans que je suis impliquée, je suis présidente de mon syndicat local. Je me disais, oh, mon ami, chapeau. Parce que même dans des négos, il y a eu des reculs. Il y a eu des gels, il y a eu des reculs. Je me souviens d'une présidente, entre autres, quand son assemblée syndicale a voté à la faveur d'une convention collective de 7 ans. Elle était là. Elle était à ramasser la petite cuillère. Mais bon, c'est la volonté des membres, ça sécurisait les emplois, mais tu te dis, qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est des périodes difficiles. Et c'est la période également où le service de l'éducation de la FTQ a été mis, entre guillemets, sous enquête, c'est-à-dire qu'on a demandé une évaluation de la formation. Est-ce que ça donne encore ce que c'est supposé de donner? Est-ce qu'il faudrait tu étais directrice à ce moment-là? Pas la première, mais la deuxième. Ça, c'est en quelle année à peu près? Bien, il y en a eu une première, je pense, en 84, si je me trompe. Ah oui, c'est tout que ça? Ah bon? Oui, mais c'était plus un comité de travail sur l'éducation syndicale. Après ça, il y en a eu une en 93, 94, puis une autre un peu plus tard. Et ça, c'était souvent la demande de syndicats ou de... Ça c'était la direction. La direction? Ça, c'était la direction. Mais au sein de la direction, j'imagine que c'est certains syndicats qui poussaient là-dessus, qui remettaient ça en cause. Qui remettaient ça en cause, d'autant plus que on avait si bien réussi notre job de faire en sorte que chaque syndicat mette sur pied un service d'éducation, ce qui n'était pas le cas dans les années 70. Non, peu à peu, dans les années 80, les services d'éducation se sont consolidés dans les syndicats affiliés. Et il arrive un moment où tu es tellement bien organisé que on n'a plus besoin de la FTQ. Tu te demandes à quoi ça sert d'être avec la FTQ sur ces questions-là. Donc, il fallait ramener quand même au cœur des débats
la raison d'être de la FTQ, qui est entre autres la formation de formateurs. On avait des syndicats qui avaient commencé à la faire d'eux-mêmes, alors qu'on tentait de garder unifié, garder en commun certains contenus de cours et garder en commun la formation de formateurs de façon à ce qu'il y ait une cohésion. Parce qu'on se disait, à partir du moment où on ne peut pas assurer une certaine cohésion et un travail ensemble, ce système-là, cette approche-là peut s'effriter rapidement. Ah oui. Parce que là, on ne saura plus ce qui se fait nulle part. Donc, ça jouait aussi beaucoup. Mais je pense qu'il fallait ajuster les formations aux nouvelles réalités du marché du travail. Il fallait également revoir nos façons de faire. Et c'est un peu dans cette foulée-là, à un moment donné, qu'une personne comme Esther Desilets est arrivée. Esther avait longuement travaillé en formation syndicale, en éducation populaire, en éducation des adultes. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, toute sa carrière a été faite là-dedans. Et elle était retournée aux études, comme plusieurs d'entre nous, des fois, pour aller creuser une question en particulier. Et entre autres, cette question sur la pédagogie. Et dans le fond, elle est revenue, elle est allée en Suisse pour faire ça. Puis quand elle est revenue, nous, on avait besoin de quelqu'un pour systématiser notre approche. Parce que c'est beaucoup une transmission orale à la FTQ. Oui. On avait commencé à écrire le guide des méthodes, et c'est Joanne Saint-Amour qui était responsable à l'éducation du SCFP qui avait cette préoccupation-là, qui avait donc rédigé le guide des méthodes, parce qu'autrement, avant, c'était une transmission orale entre nous. Mais ça fait un temps. Je disais souvent à Michel Blondin, il ne faudrait pas t'aviser de mourir trop jeune, mon Michel, parce que il va nous manquer des bouts d'histoire. Alors donc, on avait, avec Joanne, commencé ça, mais quand Esther est arrivée, on a vraiment, je dirais, davantage conceptualisé notre approche en la nommant approche expérientielle et en faisant des séminaires sur la pédagogie qui étaient des bijoux. Ah oui. Vraiment, et qui donc aujourd'hui servent. Elle a comme redonné une raison d'être au service de l'éducation. De la FTQ. En mettant le focus. Les syndicats, ils trouvent leur compte. Ils trouvent leur compte, effectivement. Même s'ils sont devenus très autonomes sur certains plans. Oui. Et l'autre chose qui est arrivée aussi, c'est la perte des subventions gouvernementales. Pendant des années, les centrales syndicales, les groupes populaires recevaient des subventions de la DGA, qu'on disait, la Direction générale de l'éducation des adultes au niveau du ministère de l'Éducation du Québec. Tout ça a été coupé pour les centrales syndicales en 93-94 et on avait également des subventions fédérales. Et ça aussi, ça a été coupé en 95. Ça a déstabilisé incroyablement les façons de faire. Nous, on subventionnait les frais d'inscription avec ça, ce qui fait que les syndicats ne payaient pas trop cher, mais là, il a fallu mettre les vrais frais d'inscription. Et là, ça devenait un peu prohibitif pour plusieurs d'entre eux. Alors ça aussi, ça a déstabilisé énormément. Donc, on était dans une période où on devait repenser nos affaires. Et aussi une période où les relations de travail se complexifiaient et nos conseillers syndicaux traînaient un peu de la patte, pas tous, non, mais par rapport aux officiers. Les officiers avaient le temps, les dirigeants des syndicats locaux avaient le temps de se libérer pour aller suivre toutes les formations qu'on offrait, là. Énormément de formations spécialisées. Les conseillers, les permanents qu'on appelle, ils n'avaient pas le temps. Alors, il commençait à y avoir un écart entre les militants, les dirigeants des syndicats locaux et leur conseiller syndical qui est supposé être à l'avant d'eux un peu et en connaître davantage. Alors, on s'est dit que là, il fallait trouver quelque chose aussi et c'est là que l'idée d'un collège québécois est née, qu'on a fait. Il faut se rappeler qu'il y a déjà eu un collège canadien des travailleurs dont on a mis fin aux activités dans les années 70. Ça, c'est une formation plus académique, là, plus
Très il y a- magistral. Très magistral. Avec des profs d'université. Ben oui, Mais d'ailleurs, notre collège à nous, il y a eu ce débat au départ. au départ. Oui. Alors, ça a fini par être un mélange d'approches expérientielles et de ressources universitaires. Mais c'est comme si, tu vois, ces